Eh bien, allons. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous et merci de vous être rendus disponibles en cette fin d'après-midi pour un webinaire consacré à l'impact carbone des banques françaises. Alors, nous sommes ensemble ce soir pour à peu près 1 heure. L'idée est de pouvoir répondre à la question qui vous a sans doute intrigué, banque ou banquise, faut-il choisir? Derrière le jeu de mots se cache une réelle interrogation. Quel est l'impact des banques françaises, l'impact carbone, et est-ce que le système financier peut devenir moins polluant? C'est un petit peu ces différentes questions qu'on va essayer de traiter. Nous avons organisé ce webinaire pas tout à fait par hasard en ce 9 février, puisque la NEF, qui est donc une coopérative bancaire qui œuvre dans la finance éthique, a réalisé son premier bilan carbone après plus de 35 ans d'activité. Donc, il était temps d'objectiver un petit peu notre impact. On a travaillé donc avec le cabinet Carbone 4 que je vais vous présenter tout de suite après. Et c'était finalement un peu l'occasion de se poser des questions un peu plus larges sur l'impact carbone des banques et essayer de décrypter un petit peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui en 2022 et quelles sont un peu les pistes d'amélioration qui s'offrent à nous en tant que citoyens ou en tant que pouvoir public. Alors autour de la table, on va avoir pas mal d'experts du cabinet Carbone 4, donc je le disais à l'instant, d'Oxfam France et puis de l'application Rift pour répondre à ces différentes questions. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, peut-être un rapide point de mise en contexte sur les questions qui lient l'argent et le climat, parce que c'est pas forcément très simple de s'y retrouver, ou en tout cas l'impact peut sembler un petit peu plus indirect quand on parle d'argent, puisqu'en fait on peut penser que son épargne en fait est un peu stockée dans une forme de coffre-fort dématérialisé aujourd'hui et qu'il commence à générer de l'impact, qu'il soit carbone ou autre, hein, une fois qu'il est employé pour consommer et entreprendre, ce qui est vrai dans un sens, mais ce qui n'est pas forcément le cas lorsqu'on parle vraiment de l'argent qui est épargné, qui est déposé sur un compte courant. L'argent ne dort pas, ni le vôtre, ni le nôtre. Il est employé activement par les banques. Et donc, la question qui se pose derrière cela, c'est de savoir comment il est employé. Est-ce qu'il a un impact carbone fort? Est-ce qu'au contraire, il est employé à des actions plutôt positives? Et c'est quelque chose qui est important à avoir à l'esprit quand on réfléchit à titre individuel ou au titre d'une entreprise à sa propre empreinte carbone. Il ne faut pas oublier cette dimension-là. Ce n'est pas uniquement les actes de consommation ou d'entreprise qui comptent, c'est aussi l'argent dont on ne se sert pas malheureusement, puisqu'il est employé par d'autres acteurs, notamment les acteurs financiers. Sans casser l'ambiance, je voudrais peut-être terminer cette introduction en disant que on peut avoir tous individuellement un impact fort dans nos actes de consommation au quotidien, choisir les produits qu'on veut consommer et ceux au contraire qu'on ne souhaite pas consommer pour des raisons écologiques et d'impact carbone, décider d'être plutôt de miser plutôt sur le local, d'essayer d'avoir des modes de déplacement moins polluants, mais on peut à la fois avoir un impact carbone global très important si on ne se préoccupe pas de ce poste-là qui est l'épargne. Donc, c'est important aussi de l'avoir à l'esprit et de pas uniquement rechercher des efforts sur nos actes de consommation vraiment courantes et aussi réfléchir sur cette dimension-là. Alors, nos intervenants aujourd'hui vont nous donner pas mal d'indications sur la place de nos banques françaises en ce qui concerne l'impact carbone. Ça va être un petit peu le temps d'analyse du contexte, de la situation actuelle. Où est-ce qu'en sont nos grandes banques? Quel est leur impact? Comment il a évolué aussi au cours des dernières années? Et voilà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et ensuite, on va essayer de discuter ensemble des moyens qui s'offrent à nous en tant que citoyens, mais également qu'est-ce qui s'offre auprès des pouvoirs publics, des États, des régulateurs, pour essayer de décarboner le plus possible notre épargne, l'argent qui est déposé dans nos différentes banques. Alors, pour nous accueillir ce soir, pour intervenir à mes côtés, je vais leur laisser la parole assez rapidement. Nous avons 4 intervenants. Tout d'abord, Clémence Lacharme, qui est donc co-responsable du pôle finance chez Carbone 4. Bonjour Clémence. Bonjour.
bienvenue. Nous avons également Jean Fontana, analyste de données chez Carbone 4. Bonjour. Bonjour Jean. Bonjour. Également Alexandre Poidas, qui est donc chargé de plaidoyer climat et finances chez Oxfam. Bonjour Alexandre. Bonjour. Et enfin, Léo Garnier, qui est donc directeur de l'application Richt. Bonjour Léo. Bonjour à tous. Et donc moi-même, Léo Miranda, je suis directeur innovation de la NEF et je serai ici pour essayer d'animer au mieux les débats, d'interroger le plus dans le détail nos différents intervenants pour que vous ayez une lecture assez claire de là où on se situe en termes d'impact carbone des banques françaises. Le programme de cette heure, c'est d'abord un petit temps d'échange avec nos différents intervenants. Voilà, à peu près une demi-heure jusqu'à 18h40 environ. N'hésitez pas à poser des questions directement dans le chat, dans la partie questions-réponses Q&R. Je crois que je le vois à l'écran. Vous posez les questions, on va essayer de les rassembler et ensuite on prendra une vingtaine de minutes pour réinterroger nos différents intervenants pour qu'ils puissent répondre aux principales questions. On va essayer de répondre au maximum dans cette deuxième partie. Mais tout d'abord, je vous propose qu'on démarre avec une première question un petit peu générale pour poser un petit peu le contexte. Quel est l'impact des banques et pourquoi ont-elles un impact carbone fort? Donc, pour cela, je pense qu'Alexandre, tu es peut-être le mieux placé pour y répondre, puisque du côté d'Oxfam, vous publiez assez régulièrement des rapports sur l'impact carbone des banques françaises. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots et nous indiquer un petit peu de quoi nous parlons, comment elles ont un impact, quel est l'enjeu et quel est réellement leur impact? Avec plaisir. Et alors, pour mettre tout le monde en jambe, j'ai une petite question pour vous. Vous pouvez répondre dans la discussion. Selon vous, qui pollue le plus en France? Est-ce que c'est un milliardaire, une entreprise, une mairie, une collectivité? Vous pouvez faire un petit test dans la discussion. Je crois qu'il y a des gens un peu pertinents. Vous êtes donc tombé dans le bon webinaire. C'est effectivement les banques qui ont la plus grosse empreinte carbone. Et en tête de ces banques, on a donc les trois plus grosses banques françaises, que sont BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole, qui ont chacune une empreinte carbone supérieure à l'ensemble du territoire français. Elles ont même une empreinte carbone supérieure à une entreprise comme Total. Donc, elles ont un impact sur le climat qui est absolument colossal. Alors, comment ça s'explique? Ça s'explique surtout par leurs prêts et leurs aides financières diverses aux entreprises en particulier, et aussi des aides aux États et aux particuliers, à nous, mais c'est beaucoup moins important. Et en fait, ça s'explique surtout par ces prêts à ces entreprises. Et en fait, à chaque fois qu'une banque va faire une aide financière à une entreprise, il y a une petite partie des émissions de cette entreprise qui vont être affectées à la banque pour vulgariser. Et donc, en fait, c'est logique parce que si on pense à nos banques françaises, nos plus grosses banques françaises, elles vont financer des projets à travers le monde, des entreprises à travers le monde et sur toute la planète, ce qui va donc générer du CO2 lorsqu'elles vont faire des prêts à de la déforestation en Amazonie ou à du pétrole de schiste aux États-Unis ou à des centrales à charbon en Indonésie. Tout ça va émettre du CO2. Donc, Oui. Peut-être pour compléter, l'idée aussi, c'est que les banques, en fait, c'est celles qui vont mobiliser aussi l'argent, qui est un peu le nerf de la guerre. Et en fait, c'est vraiment cet argent qui est diffusé dans toutes les entreprises. Tu parlais des financements, Alexandre, mais on va aussi avoir les détentions d'actions et d'obligations. Et donc, en fait, si on rassemblait, par exemple, toutes les actions et toutes les obligations détenues dans les banques d'un groupe comme Total, on aurait en fait recalculé le bilan carbone de Total. Donc, c'est ça aussi qui est important à retenir, c'est que ce n'est pas des émissions qui vont s'additionner à celles des entreprises qui existent déjà, mais en fait, ça va venir se superposer. Donc, si on additionnait l'empreinte carbone de toutes les banques et de tous les fonds d'investissement qu'on avait aujourd'hui dans le monde, ça reviendrait à peu près à avoir l'empreinte carbone mondiale. Très clair, très clair. Alexandre, vous avez parlé des 3 plus mauvais élèves sur la suite du classement. Comment ça se positionne?
Ensuite, on a Banque Populaire Caisse d'Épargne, qui est à la 4e place, qui a une empreinte carbone plus ou moins similaire à celle de la France, qui est quand même très importante aussi. Et ensuite, dans les banques traditionnelles françaises, plus en dessous, il y a la Banque Postale et le Crédit Mutuel, qui sont des banques un peu plus ancrées sur des prêts et des investissements sur le territoire français ou en tout cas européen. C'est ça qui explique… Ce qui explique en partie, mais qui explique aussi des politiques climatiques qui sont un peu plus vertueuses. En tout cas, dans les meilleurs élèves des banques françaises, il y a le Crédit Mutuel et la Banque Postale. Et derrière, en bas du classement, on a aussi, sur des banques plus éthiques, on va dire ça comme ça, il y a le Crédit Coopératif et la NEF qui vient de calculer son empreinte carbone, qui est très faible par rapport à tous ces autres acteurs. Très bien. Merci Alexandre. Peut-être une deuxième question, là qui s'adresse un peu plus à Carbone 4, on rentre un peu plus dans l'expertise technique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la méthodologie qui est employée justement pour réaliser l'impact carbone, une analyse qui semble à première vue assez complexe des grandes banques françaises. Comment vous fonctionnez du côté du cabinet Carbone 4? Oui, alors je vais laisser la parole à Jean, qui est vraiment notre expert méthodologie sur les banques, mais peut-être pour remettre un tout petit peu de contexte, comment Carbone 4 en est venu à développer une méthode pour les banques. En fait, à l'origine, notre métier à Carbone 4, c'est de faire des bilans carbone pour des entreprises, pour des collectivités, pour des États et également pour des institutions financières. On a développé donc cette expertise et on a créé une société sœur qui s'appelle Carbon for Finance, qui vise en fait à calculer l'empreinte carbone des fonds d'investissement. Et donc, on recalcule l'ensemble des sous-jacents, donc des entreprises et des projets qui sont dans ces fonds-là. Au départ, on avait centré cette méthodologie-là sur les secteurs à enjeu pour le climat, parce que tous les secteurs émettent des émissions. Une entreprise qui n'émet pas d'émissions, qui est carbone neutral, ça n'existe pas. C'est une entreprise vide. On avait laissé un peu de côté cette partie des institutions financières, des banques. Sauf que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, en fait, elles avaient un poids très important dans les fonds. Et en creusant et en essayant de réfléchir aux méthodologies, on s'est dit, en fait, il faut qu'on aille regarder de façon un peu plus précise, parce qu'en fait, c'est ce que je disais au début, c'est le nerf de la guerre, et c'est les banques en fait qui ont la main dans les leviers d'investissement et de financement des différents projets et des entreprises. La philosophie vraiment qu'on a voulu mettre en place sur ces analyses-là, c'est la même en fait, qu'on a mis en place pour tous les autres secteurs dans la méthodologie Carbon Impact Analytics. C'est d'avoir une vision la plus juste possible des émissions sur le scope 1, 2 et 3 des institutions financières. Et l'idée également, c'était de pouvoir comparer à un niveau équivalent sur une même méthodologie, sur un même périmètre, les différents acteurs bancaires. Et donc, c'est le travail qu'on a pu Je mener. vous interroge juste un instant sur le scope 3, peut-être pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle précisément. Alors, le scope 1, 2 et 3, c'est en effet un jargon un peu de personnes qui font du bilan carbone. C'est-à-dire qu'on va aller regarder quelles sont les émissions directes des entreprises, des institutions bancaires, donc les consommations énergétiques, par exemple. Donc, on le fait au niveau de l'institution bancaire, mais aussi dans les portefeuilles qu'elles financent, les objets qu'elles vont financer. Donc, on regarde quelles sont les consommations d'énergie. Donc, on va englober, là, c'est le scope 1, 2, l'électricité, le gaz, le charbon, toutes les énergies fossiles, également les réseaux de chaleur. Et on va aller regarder quelles sont aussi les émissions en amont et en aval de ces activités-là. Pourquoi ? Parce que pour que, par exemple, une entreprise qui fabrique des voitures puisse fonctionner, elle va avoir besoin de matière en amont. Il y aura l'électricité, l'énergie qu'elle va consommer pour transformer cette matière en voiture, mais il y a également toute l'énergie en aval de son activité pour faire rouler ces voitures. Ce n'est pas l'énergie qu'achète l'entreprise, mais c'est l'énergie que va consommer les utilisateurs. Et si on n'a pas ce scope 3, en fait, on passe à côté du sujet, on va passer à côté des secteurs à enjeu qui vont permettre en fait de cibler vraiment ces secteurs-là pour décarboner ensuite l'économie. Très bien. Donc, je vais peut-être laisser maintenant la parole à Jean qui va vous expliquer un peu plus en détail la méthodologie et l'approche qu'on avait, parce que je pense que pour beaucoup de personnes ici présentes, c'est un peu obscur. C'est peut-être le premier point dont on s'est rendu compte quand on a commencé cette méthodologie, c'est que comment on fait pour calculer l'empreinte carbone d'une banque, puisque c'est assez différent des activités plus réelles, plus concrètes qu'on avait pu faire jusqu'à présent. Très juste.
Exactement. Donc, pour résumer un petit peu la méthodologie qu'on a employée, donc ce dont il faut se souvenir vraiment sur la méthodologie d'une empreinte carbone, d'un bilan carbone, c'est qu'on a besoin de données sur l'activité de l'entreprise qu'on veut mesurer, dont on veut mesurer l'empreinte carbone, et on a besoin ensuite d'éléments qu'on appelle les facteurs d'émission. C'est des éléments qui vont nous permettre de convertir ces données d'activité, qu'elles soient physiques ou monétaires, en des données climat, des tonnes de CO2, une empreinte carbone finale. Et donc, il faut donc ces deux éléments, des données d'activité, des données de facteurs d'émission. Et pour les données d'activité, pour une banque, comme l'a dit Clémence, comme l'a dit Alexandre, c'est un peu particulier puisque la banque, elle va venir financer l'économie. Et l'activité d'une banque, c'est le financement de l'économie à travers la dimension du crédit, donc du prêt à tous les autres agents économiques, et puis à travers aussi la dimension de l'investissement, le fait qu'elle ait des actions ou des obligations d'entreprises et d'État. Et donc, ces activités, il faut les prendre en compte quand on fait la mesure de l'empreinte carbone pour pouvoir mesurer l'empreinte carbone du financement des banques dans l'économie. Et on va mettre en regard ces activités avec nos facteurs d'émission pour pouvoir les transformer en des données d'empreinte carbone. Et ces facteurs d'émission, en fait, côté Carbone 4 Group, on les a grâce à la richesse de la base de données CIA dont parlait Clémence. C'est une base de données de climat pour les entreprises en ligne à ligne qui nous donne des émissions pour chaque entreprise. Et ensuite, ça nous permet d'avoir des facteurs d'émissions monétaires qu'on va construire nous-mêmes et qui vont être plus ou moins précis selon la qualité de la donnée qu'on reçoit de la banque. Si la donnée, typiquement, est très qualitative, elle est en ligne à ligne, on sait précisément ce qu'il y a dans le portefeuille de la banque, alors on peut directement la mettre en regard avec le facteur d'émission monétaire qu'on a trouvé grâce à notre méthodologie bottom-up. Et donc là, on a une empreinte très précise du financement de la banque dans telle ou telle entreprise, dans tel ou tel État. Mais si l'information fournie par la banque est beaucoup moins précise, typiquement, on sait que tel ou tel secteur est financé par la banque, mais on ne sait pas précisément ce que ça recouvre, eh bien, on va recourir à des proxys, des facteurs d'émission qui vont être un peu moins précis, et ça va nous donner une empreinte carbone moins précise au total. Et Donc, est-ce qu'en voilà. règle générale, les banques jouent le jeu, vous adressent des données un petit peu plus précises ou vous êtes obligé d'aller à la pêche aux informations C'est une bonne question. Alors, initialement, la méthodologie qui est utilisée par Carbon for Finance, c'est une méthodologie qui se base uniquement sur des données publiées Mhm. dans les reportings publics des banques. On pourra rediscuter de ça un peu plus tard sur ce besoin de transparence, de savoir que financent les banques et quels sont leurs engagements. Mais c'est très variable. Et souvent, l'approche qu'on doit faire, c'est des hypothèses de calcul sur les secteurs dans lesquels elles investissent. On a quand même des informations, mais il n'y a pas de norme en fait qui permet de dire on a un certain nombre de secteurs. Par exemple, il y a 80 secteurs ou 88 secteurs comme dans la taxonomie verte européenne et vous devez nous dire précisément où est-ce que vous avez investi. Chaque banque fait un peu son reporting en Oui, fait. Et c'est assez ça variable. et c'est ça qui, pour nous, a été un peu compliqué des fois pour calculer l'empreinte carbone. La différence qu'il y a eu en fait avec les travaux qu'on a pu mener avec vous, c'est qu'on a pu avoir accès à davantage de données, davantage de précision. On a regardé le détail, vraiment le ligne à ligne. Et c'est ça qui nous a permis d'avoir aussi une finesse et des résultats plus robustes. On avait quand même fait le calcul avec des ratios un peu plus on va dire grosse maille, un peu plus statistique, un peu sur le même modèle qu'on aurait pu utiliser avec uniquement des données publiques. Et quand bien même, on avait une intensité carbone par million d'euros investis qui était plus faible. Très clair. Je vous ai coupé, Jean, vous aviez peut-être pas terminé. Non. Alors, donc, j'ai vraiment terminé sur les enjeux méthodologiques et comment on s'y prend, voilà, pour mesurer l'empreinte. Vraiment, ce qu'il Très faut clair. retenir, c'est que effectivement, nous, on peut construire des facteurs d'émission plus ou moins précis, mais c'est selon ce qu'on a à disposition comme données et comme données d'activité de la part des entités qu'on va mesurer. Très clair. Merci beaucoup. Alors, on va revenir à un niveau un petit peu plus terre à terre, enfin, en tout cas, un peu plus lié à notre activité de tous les jours. J'aimerais bien que Léo Garnier, donc, qui est directeur général de RIC, nous présente un petit peu cette application parce que c'est vraiment une super innovation qui nous permet à tous de pouvoir calculer individuellement notre impact carbone. C'est sorti il y a maintenant peut-être 2 ans. Est-ce que Léo, tu veux en dire un mot et nous dire comment ça se matérialise dans l'application, cette mesure de l'impact carbone pour les individus?
Oui, tout à fait. Je suis très content d'être avec Oxfam et Carbon 4 et la nef ce soir, parce qu'on travaille régulièrement tous ensemble et c'est chouette de discuter ensemble de ce sujet-là. Alors d'abord, Rift, en un mot, c'est une application qui permet effectivement à chacun, en tant qu'épargnant individuel, de comprendre ce que finance son épargne, quel secteur, est-ce que c'est des prêts aux individus, aux États, aux grandes entreprises ou aux petites entreprises, même aux entreprises de l'économie sociale, et de connaître son impact environnemental. Donc, on avait travaillé principalement sur l'impact carbone au lancement parce que c'est on va dire, l'indicateur qui est le plus avancé sur les questions de changement climatique. Là, on lance, par exemple, avec Carbon 4 aussi, et la CDC Biodiversité, une analyse sur l'impact sur la biodiversité. Et donc, l'idée, c'est de comprendre l'impact sur l'environnement en général de notre propre épargne, mais également de pouvoir aussi avoir accès à toute une série d'actions qui permettent de reprendre le contrôle sur son épargne pour trouver des produits d'épargne qui sont alignés avec nos valeurs, que ce soit des valeurs qui soient très environnementales, très sociales, voilà, trouver le produit financier qui nous correspond. Nous, le travail qu'on a fait chez Rift, donc Clémence l'a très bien rappelé, il y a les entreprises. Pour développer leurs activités, elles ont besoin d'argent. Qui est-ce qui fournit cet argent? En gros, c'est les acteurs financiers, que ce soit les banques, les assurances ou ce qu'on appelle les gestionnaires d'actifs. Et qui fournit l'argent à ces banques, ces assurances ou ces gestionnaires d'actifs? C'est vous, c'est moi, c'est nous. Et donc, on s'est intéressé au lien qu'il y a avant. Donc, c'est-à-dire que Carbon 4 ou Oxfam vont faire tout ce bilan qui va jusqu'aux banques, et nous, on se demande ensuite des banques comment ça provient de ma poche, de moi en tant qu'épargnant individuel. Et là, pour vous expliquer l'impact que j'ai, moi, à chaque fois que je laisse 1 € sur un compte bancaire ou sur un produit financier, je dois distinguer 2 grands cas. Il y a un premier cas qui est tout ce qu'on appelle l'épargne bilancielle ou l'épargne garantie. En gros, c'est à chaque fois que vous déposez l'argent sur un compte, on vous promet que vous n'allez pas perdre l'argent. Donc, ça peut être votre livret nef, c'est un compte courant aussi, un livret développement durable et solidaire, ou un fonds en euros dans une assurance vie. Quand on dépose de l'argent, 1 €, 10 €, 1 000 € sur ces produits financiers-là, en fait, on les met à disposition de l'acteur financier et ensuite, il en fait ce qu'il veut. Il n'a pas beaucoup de comptes à nous rendre dessus, et donc je peux savoir a posteriori quel secteur il a financé, mais je ne vais pas pouvoir vraiment flécher où est-ce que va 1 € supplémentaire, et c'est plutôt sur l'ensemble de l'activité de cet acteur financier que cet euro va l'aider à le développer, à développer son activité. Cet impact, en fait, il peut être aussi extrêmement fort pour les banques parce qu'avec chaque euro que je rajoute, la banque va pouvoir créer de l'argent et financer avec 1 € plusieurs dizaines d'euros une entreprise. C'est pour ça qu'aussi l'impact des comptes courants, des livrets développement durable, etc., est conséquent. Le deuxième cas, c'est ce qu'on appelle un produit financier non garanti. Donc là, c'est ce qu'on appelle typiquement les unités de compte dans les contrats d'assurance vie. Vous avez peut-être, les personnes qui nous écoutent, des plans épargne retraite, des plans épargne salariale, tout un jargon auquel on n'y connaît pas grand-chose. En fait, tous ces produits financiers où vous pouvez perdre de l'argent, vous voyez à la fin de l'année, plus 5%, moins 5%, eux, ils sont vraiment fléchés vers une entreprise en particulier. Et donc, en choisissant entre un produit financier et un autre, même chez un même acteur financier, j'ai des compositions de portefeuille qui sont très différentes. Ce que je peux dire en conclusion globale de quel est mon impact en tant qu'individu à travers ces différents produits financiers sur ce qui est plutôt de l'épargne. Donc, on a dit garantie, celle où je ne perds pas d'argent. En fait, je vais financer la politique globale d'un acteur. Donc, le vote que je vais faire, ça va être de soutenir ou au contraire de retirer mon argent d'un acteur parce que sa politique globale ne me plaît pas. Et en plus, pour ce qui est du cas des banques, à chaque fois que je mets 1 €, je lui donne beaucoup de pouvoir parce que je lui donne le pouvoir d'investir plus que 1 €, 10 €, 100 €. En revanche, au niveau de tout ce qui est produits financiers non garantis, donc c'est ce que vous pouvez voir, c'est PER, PERCO, enfin tout ce jargon auquel on a un petit peu, on n'est pas forcément sensibilisé. Là, même en restant chez le même acteur financier, j'ai des choix très précis sur ce qui est fait de mon épargne en termes de financement, de financer telle entreprise ou telle autre entreprise, par exemple. Nous, ce qu'on a fait chez Rift, c'est
plutôt que vous deviez vous-même aller dans la documentation, moi j'ai dû le faire pour pouvoir créer RIF, mais plutôt que chacun des 344 personnes qui sont là ce soir doivent aller eux-mêmes chercher dans la documentation la liste de toutes les entreprises, regarder quelle est l'empreinte carbone de chaque entreprise, info qu'il n'a pas forcément, et reconstituer du coup après avec plusieurs centaines d'entreprises et potentiellement des comptes à la nef, mais aussi chez une autre banque ou dans un autre assureur, son empreinte carbone personnelle, ça va être de créer l'algorithme. On a créé l'algorithme qui vous permet juste de rentrer les produits d'épargne que vous avez pour savoir quelle est votre épargne individuelle, et également, du coup, dans un deuxième temps, de repérer des produits financiers qui matchent plus s'il y a quelque chose qui vous ont surpris au moment de cette analyse personnelle. Voilà. Très clair. Merci beaucoup, De Léo. rien. On va peut-être revenir avec Alexandre pour continuer, si j'arrive à faire avancer. Petite question, alors un peu sous la forme de boutade, mais ne sait-on jamais. Qu'est-ce que vous voyez déjà avant de parler de la réaction des banques, peut-être côté Alexandre, est-ce qu'au fil des rapports, déjà, vous voyez des améliorations ou une dégradation de l'impact carbone des banques sur les dernières années? Je pense que première question autour de ça. Alors, sans surprise, on voit une dégradation. Ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que les chiffres dont j'ai parlé sur l'empreinte carbone, c'est donc Carbon 4 qui les a calculés. Clémence et Jean ici présents. Et que la méthodologie sur RIF, c'est également Carbone 4. Voilà, exactement. Et alors là, en fait, on a regardé entre 2017 et 2020 l'évolution de l'intensité carbone. L'intensité carbone, c'est en fait le meilleur indicateur pour regarder dans l'évolution dans le temps, parce que en fait, une empreinte carbone peut dépendre de l'activité du bilan bancaire de la banque, de la quantité d'argent que la banque va gérer en une année, en gros, si on le dit de façon grossière. Donc, il faut regarder l'intensité carbone. Donc, pour chaque euro injecté, pour chaque euro injecté, combien ça émet de CO2. Et en fait, ce qu'on a constaté entre 2017 et 2020, c'est qu'il y a eu une augmentation de 2% de l'intensité carbone des banques françaises. Donc, on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire. Et même si on pourrait dire « Ah, mais l'empreinte carbone des banques, elle est très grosse, c'est une photographie du présent et c'est logique », en fait, il se trouve qu'elle continue d'augmenter. Donc ça, c'est un problème. Et pourquoi? Comment on l'explique? En fait, on l'explique surtout par une hausse de financement dans les énergies fossiles, en particulier, parce qu'en fait, l'empreinte carbone d'une banque, elle est surtout due à ces financements dans des entreprises actives dans les énergies fossiles. C'est logique, puisque les énergies fossiles sont les premiers responsables des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et en fait, il se trouve, je vous donne juste un exemple, mais qu'entre 2019 et 2020, plusieurs banques françaises ont augmenté leur financement aux énergies fossiles. Donc, on est encore sur une trajectoire vraiment qui vont à rebours de la transition énergétique. Et BNP Paribas est la plus grosse banque dans le monde à avoir augmenté ses énergies fossiles. Pardon, c'est la banque dans le monde à avoir le plus augmenté ses énergies fossiles. Donc, voilà, on a des banques qui sont complètement à rebours du chemin de la transition énergétique vers lequel on devra prendre. Malheureusement. Et peut-être pour compléter, alors je vais nuancer, mais pas que. En fait, les banques aujourd'hui, elles sont positionnées sur des engagements net zéro. Donc, vous avez certainement entendu parler des alliances net zéro pour les banques, pour les assureurs, pour les asset managers, pour les providers de données également. Il y en a plein, il y en a pléthore. Et ça, je trouve que c'est plutôt positif de se dire que ces acteurs-là vont s'engager. Après, ce qu'on constate… Juste expliquer ce qu'on entend par net zéro. Ça rapidement. Ça veut dire viser la neutralité carbone à horizon 2050. C'est ce qui est visé par l'accord de Paris, c'est ce qui est visé par la stratégie nationale bas carbone en France également. Donc, ça ne veut pas dire arrêter d'émettre des émissions de gaz à effet de serre. On devra toujours émettre des émissions de gaz à effet de serre. Ça, il faut vraiment arrêter de croire que le zéro carbone émis, c'est possible. Ça n'est pas possible. Ça veut dire qu'on va émettre autant d'émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qu'on va réussir à le compenser. C'est-à-dire augmenter les puits de carbone. Et donc, la difficulté, en fait, qui va se passer, c'est qu'il y a beaucoup d'engagements qui sont pris. Vous avez entendu aussi parler des engagements, sortir du fossile, tout ça. Mais en fait, il y a un manque de cohérence entre ces engagements qui sont pris par les banques et la réalité, ce qui est vraiment en train de se passer. Alexandre l'a expliqué à l'instant. Et ce qu'on demande au fait aux banques, et c'est là que c'est un petit peu plus délicat, c'est de mettre en place vraiment des plans d'action robustes, que ce soit transparent, communiqué, qu'on puisse le voir chaque année.
et surtout que ça puisse être challengé et compris, et là je m'adresse à vous tous et vous toutes, compris par le public. Et c'est ça la grande difficulté, c'est que nous on est des experts, on essaye de vulgariser aussi ce sujet en faisant par exemple ce webinaire-là, mais lire un rapport de banque sur son reporting financier ou même sur l'impact carbone que peut avoir de son épargne, c'est extrêmement compliqué, c'est vraiment la difficulté, c'est que ça reste vraiment technique et le public ne peut pas en fait faire son rôle un peu de vérificateur. Et donc là, à ce stade, ce que vous dites, Clément, c'est qu'il n'y a pas d'acteurs qui communiquent de manière suffisamment précise sur un plan d'action qui vise à atteindre cette neutralité carbone. Récemment, je sais que la Banque Postale faisait des annonces autour de... C'est un acteur parmi d'autres qui faisait des annonces. Même de leur côté, ça reste quand même assez flou, la manière dont ils... Alors, il y a les annonces, il y a des jalons qu'ils ont posés en disant on va sortir des énergies fossiles à telle date, on va sortir du charbon à telle date. Donc, c'est une des étapes du plan d'action, mais on n'a pas du tout la vision dans la globalité. Il faut vraiment qu'elle communique davantage en disant est-ce qu'on va demander aux entreprises de s'engager sur une trajectoire 1,5 degré, donc être compatible d'un point de vue empreinte carbone, ou est-ce que, et du coup, elles font juste redescendre la responsabilité au niveau des entreprises, ou alors est-ce que les banques vont dire, à partir du moment où la banque ne s'est pas, pardon, pas la banque, que l'entreprise ne s'est pas engagée, on ne la financera plus. Ça, c'est un petit peu un double discours qu'elles ont. Elles disent juste, on s'est engagé, mais finalement, on n'a pas les résultats, on n'a pas la preuve derrière de ça, et le suivi pour savoir comment elles vont suivre vraiment cet engagement. Très clair. Si je peux compléter là-dessus. Bien sûr. Du coup, ouais, en fait, par exemple, sur les 4 plus grosses banques françaises, on constate quelque chose de très simple, c'est qu'aucune d'entre elles ne dévoile les montants de financement qu'elles injectent dans les énergies fossiles chaque année. Donc ça, c'est des calculs que font les ONG, où on va aller regarder sur les marchés financiers, etc., comment, et on va récolter des données pour savoir quelle est l'évolution. Donc déjà, il y a un manque de transparence qui a été soulevé par Clémence. Après, il faut aussi dire, pour donner un peu des notes d'espoir dans tout ça, que, par exemple, aujourd'hui, toutes les banques françaises sont sorties du charbon, c'est-à-dire qu'elles s'engagent à ne plus financer de nouvelles entreprises qui vont ouvrir de nouveaux champs pétroliers, de nouvelles exploitations charbonnières, et des entreprises qui n'auraient pas de plan de sortie du charbon. Donc ça, c'est plutôt positif. Et c'est un peu dans cette démarche-là que s'est engagée la Banque Postale, qui va demander désormais des comptes aux entreprises qui sont actives, pas que dans le charbon, mais dans le pétrole et le gaz aussi, avec des plans de sortie. Et en fait, ça, il faudrait le généraliser à tous les secteurs d'activité. C'est un peu ce que disait Clémence, pour qu'on ait vraiment un alignement avec l'accord de Paris. Très clair. Et peut-être sur les réactions des banques, parce qu'on en parle beaucoup, est-ce que, alors peut-être plus du côté de Carbone 4 ou même de Rift, est-ce que vous avez eu des contacts en fait avec certaines des banques qui sont quand même un peu mis à nu sur cet impact carbone, et si oui, quelles ont été les réactions peut-être de ces différents acteurs? Est-ce qu'ils souhaitent progresser? Est-ce qu'ils ne sont pas d'accord avec votre méthodologie? Voilà, peut-être en dire un peu quelques mots là-dessus. Alors, il y a des deux types de réactions. Il y a celles qui voilà, sont plutôt dans le refus. Ils disent que la méthodologie n'est pas suffisamment robuste, qu'on se base sur des données publiées, que ce n'est pas les données qui sont sous-jacentes, mais quelque part, voilà, ça permet au moins de mettre aussi un chiffre sur la table. Ça les fait réagir. Voilà, la méthodologie, en fait, elle va pas donner un chiffre extrêmement précis. Ça, on en a conscience, mais par contre, ça donne les grandes masses. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est vraiment aussi le sujet qu'on veut mettre sur la table. Et tant mieux si ça fait avancer les banques. Après, il y a aussi, et c'est la majorité, des banques qui veulent comprendre et qui veulent aussi faire en sorte que la méthodologie, et les méthodologies, il n'y en a pas qu'une, on n'est pas les sachants de la place, bien sûr. et qui veulent en fait progresser. Et c'est vraiment ça l'enjeu aujourd'hui, c'est comment on définit une méthodologie un peu unique pour les banques pour qu'elles aient toute une empreinte carbone comparable. Très clair. Du côté de Rift, effectivement, on est très régulièrement en contact avec les banques pour cette question de transparence. On l'a mentionné peut-être un tout petit moment, mais c'est en tout cas un des enjeux clés, la question de la transparence de ce qui est fait de l'épargne, de notre épargne, vraiment de notre poche jusqu'au financement final, au champ de pétrole ou au champ d'éoliennes finales. Et ça, c'est le sujet avec lequel on échange avec l'ensemble des acteurs financiers de façon quasi quotidienne. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a quand même un intérêt
par tous les acteurs financiers pour ces sujets-là et un intérêt marqué. Ils y déploient du temps et de l'énergie. Et bien sûr, il y a des enjeux de communication, mais je pense que c'est de la communication à court terme pour anticiper des besoins à long terme. Le fait que d'ici 5, 7, 10 ans, ça soit un standard pour tout le monde de demander un bilan d'empreinte carbone de son portefeuille à côté du bilan financier, je pense que c'est une direction dans laquelle on va et que toutes les grandes banques françaises en ont conscience. Et dans les grandes banques qui étaient citées par Alexandre, nous, on en a déjà 2 qui ont accepté de nous partager des nouvelles données sur notamment sur les produits non garantis, donc tous les fonds d'investissement, etc. qu'ils ont. Donc c'est quand même une démarche qui montre qu'elle ressemble ce besoin. Je pense qu'on peut aussi mentionner qu'on voit de plus en plus, notamment sur les gammes qui sont appelées responsables, de plus en plus d'indicateurs qui sont développés, qui sont mis en avant, même si c'est pas suffisant. C'est quand même un signe que le fait que les citoyens se mobilisent déclenche des choses chez ces banques-là. Et moi, j'ai vu, on a une fonctionnalité sur Rift qui est contacter son banquier pour dire qu'on n'est pas content en gros de ce qui se passe. Et donc, on voit tous les jours des mails qui passent, des histoires d'agriculteurs qui sont dans une grande banque française qui est de l'agriculture et qui se demandent est-ce que leurs produits financiers sont aussi bio que leurs tomates. Et même l'ANEF, la communauté de l'ANEF, s'est quand même bien mobilisée également sur ces sujets-là et était formée pour comprendre ce qui était l'impact carbone. Et donc, ça aboutit à des histoires comme celle-ci, d'avoir pour la première fois une mesure de l'empreinte carbone de la nef. Par contre, en revanche, effectivement, et c'est peut-être un point de méfiance à mettre auprès de l'ensemble des personnes qui nous lisent, c'est que il y a les discours et puis après il y a les données vérifiées. Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui trop tenir rigueur à un certain nombre d'acteurs comme on pourrait tenir rigueur enfin pour moi, à mes parents ou à mes grands-parents, d'avoir parfois fait des bêtises quand on n'était pas conscient des enjeux. Mais depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, on en est conscient et la trajectoire et les indicateurs précis climatiques sur la trajectoire sont peut-être le seul discours à écouter effectivement. Très clair. On profite pour dire, n'hésitez pas à télécharger Rift, c'est gratuit. Je ne suis pas actionnaire de Rift, je suis complètement un partisan en disant cela, et n'hésitez pas à interpeller tous vos conseillers bancaires, ça aide la cause. Oui, ça c'est un bon moyen en tout cas d'amener des questionnements, y compris auprès des salariés des banques qui sont parfois les premiers à être interloqués en fait par cette question. On serait assez surpris de voir leur réaction et c'est pas pour les piéger, mais ça fait partie aussi du jeu de se dire bah oui, je vous ai laissé de l'argent, qu'est-ce que vous en avez fait et c'est une réaction qui est en tout cas intéressante à avoir de la part de son banquier. Voilà. Donc oui, je vous encourage aussi à le faire. Je vous laisse la parole, Léo, peut-être vous en avez déjà un petit peu parlé tout à l'heure dans l'application Rift, qui a la possibilité de pouvoir, sous la forme de quiz, de savoir un petit peu quels pourraient être les produits financiers qui correspondraient un peu plus à ces valeurs, que ce soit sur l'impact environnemental, social. Est-ce que vous voyez d'autres choses que les citoyens peuvent faire justement pour, en dehors d'aller interroger son banquier, pour justement changer, enfin modifier un petit peu ou limiter leur impact carbone? Oui, tout à fait. On vous avez mis tous le pied à l'étrier sur cette question. Je pense que la première étape pour chaque personne qui est ici, c'est de se former, de passer un petit peu de temps, comme ce soir. Moi, je ne suis pas complètement d'accord avec Clément. Je pense qu'effectivement, il y a des choses qui sont très compliquées et rentrer dans le détail de chaque rapport, de chaque produit d'investissement. Moi, c'est un travail que je fais toute la journée, donc je peux le faire, mais que quelqu'un ne peut pas forcément le faire sur son temps libre. En revanche, je pense que chacun peut en apprendre assez pour commencer à créer un dialogue avec son conseiller. Et effectivement, tu mentionnais interpeller son conseiller. C'est, je pense, la deuxième étape parce que ils ne sont pas forcément plus armés que nous-mêmes sur ces questions de finances durables et de quelle est la différence entre un produit ISR, un produit impact, entre un produit qui va plutôt sur de la solidarité ou un produit qui va plutôt sur des enjeux environnementaux. Et en fait, si on se forme nous-mêmes, on est capable de créer ce dialogue et lui-même va pouvoir aussi faire remonter en interne, dire moi j'ai besoin de formation. On me demande pas juste un produit ISR, mais on me veut un produit qui soit aligné avec les enjeux de la COP 21.
Et bien là, si on commence à être sur ce degré de précision, ces informations vont remonter et ces conseillers vont avoir droit à la formation qui leur est nécessaire pour pouvoir nous accompagner, pas seulement sur la question du risque, mais aussi sur les questions extra-financières. Je pense que la deuxième, ça je défends un petit peu la cause de risque, mais peut-être celle d'Oxfam aussi, le deuxième élément, c'est de communiquer. Vous avez au moins un rapport par an qui sort sur les grandes banques françaises de la part d'Oxfam. Il ne faut pas hésiter à le partager, même un petit partage sur LinkedIn, sur Twitter. J'ai entendu que ça avait été beaucoup retweeté cet événement ce soir et que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde. Mais c'est vraiment ce qu'on encourage. Nous, chez Rift, on essaie de créer cet effet communautaire parce que s'il y a 3 personnes qui se mobilisent derrière un banquier, ça ne fait pas grand-chose. Par contre, s'il y en a 1000, 2000 en France et que ça remonte à la direction de la banque, bah, là, ça crée quelque chose et il y a des nouvelles gammes de produits financiers qui se sont créés et surtout, ça donne du poids. Par exemple, aux gens qui travaillent aux directions RSE, qui souvent, pour échanger avec eux, sont pleins de bonne volonté, mais qui ont besoin d'armes pour faire remonter les sujets sur le haut de la pile. Et l'arme, bah, c'est quoi? C'est ce que veulent les clients, ce que veulent les épargnants, donc ce qu'on veut nous. Et enfin, et ça c'est la dernière étape, mais ça demande un petit peu plus de temps, c'est de passer à l'action. C'est pas toujours facile de changer tous ces comptes. On en a bien conscience. On peut avoir un crédit, une histoire personnelle. En tant qu'entreprise, on n'est pas forcément libre de choisir sa banque tout le temps, mais on peut le faire étape par étape. D'abord ouvrir un produit financier qui est un petit peu plus responsable, que ce soit dans sa banque actuelle en interrogeant son caissier, auprès d'une nouvelle banque plus responsable qu'on a découvert. Et au fur et à mesure, être de plus en plus exigeant. Comme on est exigeant avec nous-mêmes au quotidien quand il s'agit de consommation énergétique, être exigeant avec notre épargne. Très clair. Merci beaucoup, Léo. Une toute dernière question avant de passer aux questions de l'auditoire, qui est un petit peu en lien avec la responsabilité des citoyens. C'est plutôt la responsabilité des pouvoirs publics, des régulateurs. Est-ce que vous avez des idées sur ce qui pourrait être fait en termes de nouvelles réglementations pour contraindre ou inviter en tout cas les établissements financiers à être plus vertueux en termes d'impact carbone et à le limiter au maximum? Clémence, Alexandre, Jean peut-être? Alors, de notre côté, en fait, l'axe prioritaire, c'est de demander aux banques en fait, un reporting précis, structuré, comme on le demande en fait aux entreprises, et de communiquer sur leur empreinte carbone et de vraiment transpariser les informations nécessaires au calcul de cette empreinte. Donc la transparence comme point Voilà. principal. C'est la première étape, c'est le premier levier d'action. Et de fait, les banques elles vont devoir un peu balayer aussi devant leur porte et réallouer, réinvestir et faire de l'engagement actionnarial auprès des entreprises. Très clair. Alexandre? Le message est très simple, en fait, c'est bien de changer de banque, mais c'est encore mieux de changer les banques. Et pour changer les banques, on a absolument besoin de l'État parce que face à ces mastodontes qui gèrent l'équivalent du PIB de la France chaque année, on a évidemment besoin de l'État, et c'est la demande principale d'Oxfam, qui puisse réguler tout ça. Et en fait, j'ai juste un commentaire assez simple, mais qui révèle la situation. C'est qu'on demande de plus en plus aux citoyens de faire des efforts face au changement climatique. L'État se donne des objectifs de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, donc il ne respecte pas, mais c'est un autre débat. Mais les grandes entreprises, les multinationales, dont les banques, aujourd'hui ont carte blanche pour émettre autant de CO2 qu'elles le souhaitent dans le monde entier. Et donc, nous, ce qu'on demande, c'est tout simplement qu'il y ait une éco-responsabilité, donc une obligation qu'il y ait une trajectoire contraignante de réduction des émissions de gaz à effet de serre des grandes entreprises, dont les banques. Et pour les banques, ça se traduirait notamment par l'interdiction de financer toute entreprise qui vont ouvrir des nouveaux projets de pétrole et gaz non conventionnels, par exemple. Et pour toute banque toute banque serait interdit aussi de financer des entreprises qui n'auraient pas de trajectoire de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Voilà quelques pistes et leviers qu'on pourrait mettre en place au niveau systémique. Merci beaucoup. Peut-être Léo, tu voulais compléter? Ouais, en fait, j'avais oublié cette question, mais ça me faisait juste penser à un truc qu'on a fait fin d'année dernière. On est allé analyser tout le livret développement durable et solidaire qui paraît développement durable et solidaire et qui ne l'est pas. Je vous en dis pas plus, je vous ai mis la pétition en ligne, mais c'est un bon exemple de à quel point l'État doit prendre ses responsabilités quand il s'agit de finances durables. Tout à fait.
Bien, nous allons pouvoir passer maintenant aux questions. Alors, il y en a beaucoup, j'en ai pas mal sous les yeux. Je vais pas trop traîner, je vais vous en poser. Alors, il y a d'abord des questions vraiment sur la méthodologie, donc qui sont un petit peu plus adressées à Carbone 4. Première question, est-ce qu'il y a un impact calculé, est-ce que l'impact est calculé par euro prêté ou par euro déposé? Euh, voilà, je pense que la réponse c'est les deux, puisque tout euro, tout euro déposé est employé, mais peut-être. Peut-être qu'on peut mettre la slide qu'on avait préparée au cas où Je crois que sur c'est Oui, le bilan d'une banque. ça doit être la toute dernière ou toute l'avant-dernière dernière. de cette slide. Voilà. Celui-là, Exactement. tout à fait. Donc, comme je vous disais, pour mesurer l'empreinte carbone du banque, on va avoir besoin de connaître ses émissions donc, liées au financement. Et donc, on va regarder ses activités qui sont liées à l'actif, donc les euros qu'elle va financer, les euros qu'elle va mettre dans l'économie. Et donc, du coup, pour ce faire, on va mettre ça en regard avec nos facteurs d'émission, qui sont des tonnes de CO2 par million d'euros. Pour une entreprise, c'est de lever, puisque pour une entreprise, on va avoir besoin de connaître le passif de l'entreprise pour connaître son impact carbone. Et donc, les euros qu'on va mettre en rapport avec les activités de la banque, c'est des euros du passif des agents économiques qui sont financés par la banque. Et je crois que j'avais vu passer la question. Donc, par exemple, si la banque A détient 5% d'une entreprise, on va bien appliquer ce ratio-là. C'est-à-dire que donc, si elle détient 5% du total de la valeur de l'entreprise, elle aura 5% des émissions de l'entreprise qui sont allouées. Donc, on va faire ça sur tout le portefeuille de crédit, donc l'argent qu'elle prête aux entreprises. Le secteur public, ça va être les États, et aux particuliers. Et on va faire le calcul de l'empreinte carbone sur tout ce crédit. Sur les titres détenus, parce que les banques ont aussi de l'argent qui est placé sur les marchés financiers. Sur les actifs immobiliers, c'est un peu plus secondaire, là on l'avait mis, mais c'est en gros tous les biens qu'elle détient. Et donc, ça va nous permettre de calculer une empreinte carbone par euro détenu, et on le met au regard du passif là, de la banque. Désolé, c'est des termes un peu comptables, mais on est obligé de rentrer dedans pour expliquer la méthodologie. Et en fait, on va, alors c'est un point important de la méthodologie, on va dire que le dépôt à la clientèle ou les livrets ou le capital, en fait, on va appliquer la même intensité carbone. Donc, que vous ayez 1 euro sur le compte courant ou 1 euro de dette, ça va être la même intensité carbone qui est dessus. Attention, là, on parle vraiment des dépôts à la clientèle. On a fait également des ratios un peu plus spécifiques sur les livrets LDDS et les livrets A. On vous invite à aller regarder aussi sur l'application Rift qui publie. Qui sont employés différemment, oui, effectivement. Très clair. Peut-être juste pour repréciser, vous l'avez expliqué tous les deux sur la question du double comptage, de la double comptabilité. Il y avait pas mal de questions autour de ça. On est bien d'accord que l'empreinte de notre épargne ne s'ajoute pas à notre empreinte de manière arithmétique, vie conso, enfin vie quotidienne et consommation. Oui, c'est bien ça. Donc, vous avez certainement vu aussi des publications de Carbone 4 sur l'empreinte carbone d'un citoyen. On est grosso modo à 10 tonnes de CO2 par an par habitant. L'empreinte carbone que vous calculez sur votre épargne, en fait, on ne peut pas l'additionner directement. Pourquoi? C'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, d'un côté, on a de l'argent qui est dépensé au quotidien dans l'économie réelle, et de l'autre, c'est de l'argent qui sert à financer les entreprises. Donc, on a un peu deux niveaux en fait, de financement. Ce qui est important, c'est de se dire, vous avez dans les deux cas un levier d'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Quand vous achetez des biens de consommation, quand vous achetez des aliments, vous pouvez faire le choix de réduire votre empreinte carbone, et c'est la même chose pour le côté épargne. Je pense qu'il y avait aussi une autre question, et là aussi, on va rentrer un peu dans la technique. Il est tard, je suis désolée, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont expertes du sujet. Il y a une question des doubles comptes aussi quand on va regarder un portefeuille d'investissement, parce qu'on va regarder des entreprises comme EDF qui va produire l'électricité, mais également comme Total, comme Engie, voilà, j'en cite plusieurs. Et on va également regarder des entreprises qui vont consommer cette énergie-là, et donc pour la fabrication, et ensuite des entreprises qui vont l'utiliser pour les produits vendus pour les particuliers. Donc à Carbone 4, on a vraiment une méthodologie qui permet d'éviter de double compter. Donc ça veut dire de compter 3 fois les émissions de gaz à effet de serre, et ça nous permet d'avoir une intensité carbone par euro d'investissement qui est, on va dire, hors double compte. Très clair.
Merci beaucoup Clémence. Une question par rapport à la place des banques au niveau international. On a dit qu'on faisait partie quand même des plus gros, qu'on avait les banques les plus émettrices au monde. Comment ça se situe par rapport, enfin, quel est le rang justement des trois pierres du classement au niveau international? Je ne sais pas si Alexandre, vous avez la réponse. Alors, malheureusement, nous n'avons pas trop de données sur l'empreinte carbone Ouais. des autres banques internationales. En la France, on est un peu motrice sur ça. Il faudrait des carbone 4 un peu partout dans le monde, même s'il y a des calculs qui sont faits pour d'autres banques. Donc, c'est un peu difficile de comparer. Mais en Oui, termes de financement dans les énergies fossiles, par exemple, les banques françaises sont facilement dans les top 10. oui, c'est ça. Très clair. Il y avait pas mal de questions. Alors, bon, bah, après, c'est plus des remarques, mais en disant les 11 grandes banques systémiques européennes ont 530 milliards d'actifs carbonés à leur bilan. On ne changera pas le monde avec la centaine de millions d'euros de crédits consentis l'an dernier par une poignée de banques éthiques. Bon, effectivement, c'est intéressant aussi d'avoir cette forme de critique qui n'en est pas une, en fait, en quelque sorte, puisque ce que vous disiez, Alexandre, tout à l'heure, il faut changer de banque, c'est bien, mais changer les banques, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Donc, c'est effectivement avec un mouvement global qu'on arrivera à faire face à cet enjeu climatique qui est face à nous. Il y avait pas mal de questions aussi sur des nouveaux venus. Voilà, quid des néobanques, Gringot, Helios, néobanques vertes. Est-ce que c'est des acteurs avec lesquels vous êtes en relation? Est-ce qu'il y a un calcul de l'impact carbone qui est prévu ou qui est déjà réalisé pour ces acteurs-là? Alors, nous, du côté Carbone 4, en fait, à la base, on avait uniquement regardé les banques cotées, puisque c'était l'essence Oui. de notre méthodologie. Donc, on n'a pas regardé spécifiquement ces banques, ces néobanques. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que ces néobanques, en fait, elles sont forcément adossées à d'autres institutions bancaires pour avoir, en fait, un peu, on va dire, un socle de financement de secours, pour faire simple. Et en fait, quelque part, elles reposent aussi sur les émissions de gaz à effet de serre de ces banques-là pour fonctionner. Donc, elles ont une vertu, c'est qu'elles permettent de flécher un peu les investissements, enfin en tout cas l'argent vers les bonnes poches. Mais pour autant, voilà, c'est une question méthodologique un peu complexe. Il faudrait analyser la banque En tout cas, c'est à laquelle elle s'adosse. Ouais. pour creuser ce sujet-là, s'il y a des banques qui sont intéressées, s'il y a des personnes qui sont intéressées sur ce sujet-là, mais ce n'est pas si simple parce qu'il y a beaucoup d'interrelations entre ces néobanques et les banques déjà existantes. C'est clair. Question pour Léo. Justement, je te donne la parole tout de suite. Il y avait une question concernant les PER d'entreprise, les plans d'épargne salariale. Est-ce qu'on peut faire confiance au label dit écologique de ton point de vue? Quelle analyse tu portes par rapport à ces fonds justement spécifiques qui visent un mieux-disant écologique? Alors, c'est vrai pour les PER, mais c'est vrai pour les assurances vie, enfin, pour tous les produits Également. financiers. On a 3 grands labels en France qui sont le label Finansol, le label Greenfin et le label ISR. Sur le label ISR, je n'ai pas besoin forcément de donner mon avis personnel parce qu'il y a un certain nombre de rapports qui ont montré que la surperformance extra-financière du label ISR était pas si impressionnante que ça et qu'il y avait une réforme. Il y a une réforme d'ailleurs qui est en cours. Et donc, ça permet d'un petit peu plus de transparence, mais le label ISR n'est pas vraiment un gage de qualité. Sur les 2 autres labels, Finansol pour la côté finance solidaire et Greenfin, on est quand même sur un niveau d'exigence qui est bien supérieur. Après, moi, ce que je dis toujours, c'est que ça dépend ce qui est important pour vous. J'ai un exemple d'un bénévole d'Oxfam qui m'a écrit il n'y a pas si longtemps, qui avait été recommandé une allocation dans son assurance vie et il avait 2 produits financiers. Il avait indiqué que vraiment ce qui lui intéressait, c'était le changement climatique. C'est ça auquel il était sensible. Et il avait 2 produits financiers et son conseiller qui n'était pas formé lui a dit c'est solidaire, c'est bon, c'est ISR, tout va bien. En fait, dans ces 2 produits financiers, il y en avait un qui était vraiment spécialisé sur le fait de ne financer que des entreprises qui étaient responsables vis-à-vis de l'environnement. Et dans l'autre, c'était plutôt un fonds d'investissement qui faisait de la solidarité, type financement de logement social, etc. Et donc, la deuxième plus grosse ligne de ce deuxième produit financier, c'était Total. Et donc, pour moi, le vrai message dans ça, c'est que ce qui est important, c'est de bien définir ce qui sont vos valeurs cœur, parce que c'est très difficile de faire super bien partout, de faire un super produit écologique, un super produit social, un super produit pas risqué. Donc, bien définir ce qui est important pour vous et de regarder des indicateurs qui sont précis sur ce sujet-là
pas croire une certification globale, il n'y a pas de problème. Si vous voulez savoir si votre enfant il est bon en maths ou en EPS, vous allez regarder un petit peu la note globale. Ce qui vous intéresse plus, c'est l'EPS, vous allez regarder la note d'EPS. Et puis, ce qui vous intéresse plus, c'est le français, vous allez regarder la note de français. C'est un peu pareil pour l'épargne. Un label global, c'est une première démarche d'engagement, mais il faut aller plus loin pour voir vraiment quelles caractéristiques extra-financières vous intéressent et si elle est performante ou pas. Très clair. Merci beaucoup, Léo. Bon, là, c'est plus une remarque, mais je pense que c'est important aussi de le souligner parce qu'on le perd un petit peu de vue. Dans les actions qu'on peut conduire aussi, il y a également le financement direct de certaines entreprises de l'économie sociale et solidaire. Voilà, on nous a remarqué, notamment via des titres participatifs, mais il y a aussi des parts sociales aussi de coopératives dans des SIC ou dans des coopératives comme Enercoop, Railcoop. Il y a pas mal de projets en COP qui se montent, qui sont organisés autour des licornes avec 2 O, Télécoop également sur la téléphonie mobile. Et à chaque fois, c'est vraiment des structures coopératives dans lesquelles on peut s'engager. Bon, ce qui ne gâche rien, ça donne pour la plupart droit à quelques avantages fiscaux. Ça peut faire partie aussi du mode de décision. Mais en tout cas, ne pas oublier aussi le fait qu'en tant que citoyen, on peut aussi investir directement dans des structures. Il y a aussi l'impact des monnaies locales qu'on pourrait citer. On n'est pas tout le temps tenu de déposer de l'argent uniquement sur des produits d'épargne. Ça dépend ensuite de la version au risque. Voilà, j'essaie de trouver des questions et des questions sur la nef. Je pense qu'on va un peu passer sur la responsabilité des banques et des États. Alors, donc une question sur le financement de la transition écologique et le débat sur le nucléaire. Voilà, comment financer la transition énergétique vu les sommes colossales que cela représente. Est-ce que le nucléaire a sa place dans cette transition? Alors, on ne va pas rentrer trop dans un débat qui pourrait être assez animé, mais peut-être en quelques mots, peut-être avoir l'avis des uns et des autres sur ce sujet. Je peux commencer parce qu'il est très clair, on n'en a pas beaucoup. En gros, pour nous, l'intérêt, c'est que chacun puisse exprimer sa voix. Comme dans toute démocratie, il y a des gens qui sont très pro-nucléaire, qui pensent que c'est une nécessité à court terme, puis il y a d'autres gens qui pensent que c'est maintenant qu'il faut changer de modèle. Je pense que chacun devrait avoir le choix de financer ce qui est dans ses valeurs premières. Et c'est ça qu'on essaie de faire chez Rift, c'est de vous donner le moyen de choisir. Déjà, je pense que c'est une première étape de pouvoir choisir ce qu'on finance. Et ensuite, pour voir qui a raison entre les gens qui sont pour un investissement 100% énergie renouvelable ou d'autres personnes qui pensent que c'est pas possible et que c'est le nucléaire qu'il faut choisir. Ça, je pense qu'on n'est pas expert, enfin, en tout cas moi, je ne suis pas expert sur le sujet. Très clair. Je passe peut-être sur une autre question qui me semble intéressante. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez des propositions d'ISF climatique, d'impôt de solidarité sur la fortune climatique qu'il y a dans les programmes présidentiels de quelques candidats? Est-ce que vous pensez que c'est un moyen justement de faire bouger un peu les lignes? Je peux dire très clairement oui, et c'est quelque chose sur lequel Oxfam porte le combat aussi. C'était une idée de Greenpeace à la base qu'on porte également, pour expliquer en fait c'est un ISF qui aurait une part variable en plus, c'est-à-dire qu'on remettrait l'ISF en place sur le patrimoine financier des personnes les plus riches en France, à laquelle on adosserait en plus une part variable en fonction de l'empreinte carbone des émissions de gaz à effet de serre du portefeuille financier. Et donc, c'était intéressant de voir que, alors c'est avec des données carbone 4 encore une fois, mais que Greenpeace avait pu évaluer qu'il y avait, je crois, entre les 1% les plus riches et les 1% les plus pauvres, un écart que les 1% les plus riches en France émettaient 66 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre via leur patrimoine financier que les 66% les plus pauvres. Que les 1% les plus pauvres, pardon. Donc, c'est une mesure qui est à la fois une mesure de justice sociale, une mesure qui peut favoriser également la transition écologique et qui est un peu l'anti-taxe carbone, sur laquelle on est très favorable. Très bien. Il y avait
quelques questions, effectivement, là je revenais, je relisais en même temps les quelques questions qu'il y avait sur la nef. Alors c'est pas complètement lié à la thématique du séminaire, mais je crois que c'est une, une question que pas mal de gens se posent. À quand une carte bancaire et un compte courant à la nef? C'est le dernier point pour moi pour vous rejoindre. C'est bien dommage, Jérôme. Vous pouvez déjà nous rejoindre avec un livret. Euh, la difficulté en France, peut-être juste pour que vous ayez un peu un regard un peu général, c'est d'exister en tant que petit établissement financier. C'est pas quelque chose de simple. Alexandre l'a présenté juste avant. On a finalement 6 ou 7 groupes bancaires en France et toutes les autres banques sont des filiales ou sont complètement rattachées à des mastodontes qui ont une taille internationale. Donc exister en tant qu'acteur vraiment peu de petite taille, c'est difficile. Et pour l'instant, l'obtention des différents agréments est très progressive. On a progressé dans le temps. On a eu la possibilité de proposer un livret, de proposer des crédits aux particuliers, de proposer un compte courant pour les entreprises. Effectivement, on court derrière cette possibilité d'avoir un compte courant et une carte bancaire pour les particuliers, mais c'est toujours long et les relations avec les autorités bancaires voilà, sont bonnes, mais il faut vraiment y aller pas à pas et il faut montrer aussi qu'on a une solidité, des perspectives de développement assez robustes parce qu'ils sont quand même habitués à avoir des banques qui ont un impact carbone assez négatif, mais qui génèrent beaucoup de profits. Donc, c'est ça le point de comparaison aussi qu'ils peuvent avoir par rapport à la nef. Et c'est ce qui fait qu'il faut quand même attendre d'avoir suffisamment de capital, un développement de l'activité qui soit suffisamment fort pour pouvoir déboucler les différents agréments qui nous manquent pour pouvoir offrir ce type de compte. Mais on ne désespère pas et on progresse assez fortement dans ce sens-là. Voilà, il y avait des questions également sur... Alors, est-ce que le fait qu'on ne puisse pas avoir de compte courant à la nef et donc pas de CB, entre autres, réduit ses émissions de CO2 et de quelle proportion? Comme le disait Clémence juste avant, on a un calcul qui est globalisé, que ce soit 1 € sur du compte courant ou 1 € sur un livret ou 1 € sur un compte à terme ou des parts sociales. Tant qu'on est dans l'établissement bancaire, on va avoir le même calcul. Donc ça ne change pas par rapport à cela. Et le carbone n'est pas tout, effectivement, dernière remarque, tout à fait, c'est vrai que c'est quelque chose de très important. C'est une question que nous on s'est pas mal posée, mais comme le disait Léo tout à l'heure, il faut bien commencer quelque part. Nous, on a pu constater, notamment sous l'impulsion de Carbone 4, mais également de Rift ou d'Oxfam ou d'autres acteurs, que on touchait du doigt vraiment des indicateurs qui tendaient vers des choses assez objectives, qui permettaient aussi au grand public, aux médias, de se saisir de chiffres un peu coup de poing, qui ne sont pas forcément très précis, mais qui donnent quand même un ordre de grandeur, et que c'est déjà un début. C'est beaucoup plus difficile de mesurer l'impact social, sociétal de notre activité, même si nous, on a pas mal d'activités qui est dans le domaine du social, de l'économie sociale et solidaire. Mais disons que l'impact carbone, c'est un premier pas qui nous permet d'avoir un langage commun entre des experts et puis des personnes du grand public, des médias, où quand on parle de 121 tonnes de CO2 par 1 million d'euros investis, voilà, au moins ça nous donne un chiffre très clair. Comment on peut le comparer avec la même méthodologie avec d'autres établissements bancaires? On va pouvoir le faire de manière assez claire. Mais je suis tout à fait d'accord et je crois que les autres intervenants le sont aussi. Il ne faut pas tout réduire à l'impact carbone. Il faut savoir regarder aussi les autres aspects comme justement l'impact social, l'impact sociétal. Voilà, je ne sais pas si vous voulez compléter. L'impact biodiversité la semaine Et prochaine sur l'impact Rift. biodiversité, tout à fait. Oui, Tout à fait. globalement d'accord aussi. On s'appelle Carbone 4. Initialement, on a beaucoup travaillé sur le carbone, mais on a conscience qu'il y a d'autres indicateurs. La biodiversité, c'est aussi crucial et les méthodologies et les indicateurs arrivent sur ce sujet qui a mis du temps parce que c'était moins facile. Et en effet, il y avait moins d'indicateurs. Et en fait, les méthodologies ont besoin de se renforcer et d'être plus robustes. Mais je pense que ça y est, on est prêt.
C'est clair. Je vais prendre une toute dernière question et je vous propose qu'on s'arrête là. On a déjà dépassé de quelques minutes. Une question qui me semblait intéressante. Est-ce que la taxonomie européenne, qui est un sujet dont on parle beaucoup ces derniers temps, permettra de trier les placements vertueux des non vertueux? Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez pu commencer à voir Il faut dans la presse? reprévoir un autre Tout webinaire, à du fait. coup, pour répondre à la question. Mais en gros, pour ceux qui ne sont pas familiers, ça permettra déjà de donner un référentiel. Après, ça sera la responsabilité de chacun d'aller voir si ce référentiel est ce qu'on appelle vraiment de l'investissement en vert ou durable. Typiquement, on a vu que le nucléaire, sous certaines conditions, en fera partie. Probablement, et donc à chacun d'aller approfondir un petit peu, mais déjà ça donnera un référentiel commun à toutes les banques et tous les assureurs, Un et point donc de départ. ça donnera un petit peu de facilité au boulot de Carbone 4 et aux nôtres. Voilà, ça sera déjà Oui, pas mal. ça sera ça. La compréhension de la taxonomie, c'est pas si simple aujourd'hui. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, ça va faciliter les choses. Moi, ma petite inquiétude, c'est qu'on est un peu encore dans une logique de comply or explain. Donc, les banques pourront utiliser ou ne pas l'utiliser, expliquer pourquoi. Et en fait, on est quand même dans une phase où on a une urgence climatique qui est là à notre porte. Et la taxonomie va mettre plusieurs années à se mettre en place et à faire les reportings. Voilà, on a 30 ans devant nous en fait pour faire ce changement d'économie, ce changement de société. C'est dommage de perdre 5 ans pour ne serait-ce que faire le reporting des banques. Donc j'espère que les banques réagiront avant et se mobiliseront avant. Très bien. Eh bien, sur ces bonnes paroles, je vous propose qu'on s'arrête ici. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Vous étiez un peu plus de 300 au pic des connexions, donc c'est vraiment un super score. Merci pour toutes vos questions très intéressantes et merci à tous les intervenants aussi de nous avoir aiguillés dans ce séminaire, dans ce webinaire. Merci. À très bientôt. Merci Oui. beaucoup. Bonne soirée à tout le Au monde. revoir. Merci pour l'animation, Léo.